ici, cette petite pièce, c'était la maison principale. Et donc Georges, il a rajouté ce grand salon magnifique, orné des derrières, moulures, cheminées du style Art Nouveau. Donc si vous souhaitez, vous pouvez vous avancer un peu, rentrer dans l'espace. C'est une belle maison. Hein? Oui. Ici à côté les jardins. Ah oui, avec la terrasse aussi, là, les jardins aussi. Ça donne une vue sur le jardin. Le jardin, il est très bien, il est magnifique. Et vous pouvez voir ces décorations style Art Nouveau, très inspirées des formes végétaux, la forme coupée, etc. Ah, c'est pas mal. Hein? Ah oui. Et donc ici, les verrières, les moulures et la cheminée sont celles d'origine. Ah, c'est... Le reste des décorations sont un peu plus récents, mais quand même pensées à retranscrire cette atmosphère de l'époque. Et ces endroits, déjà pendant la période de Georges, ça a accueilli ses collaborateurs, clients, et aujourd'hui toujours à recevoir les VIP de la maison. Ah, d'accord. Et vous pouvez voir par-dessus, il y a une petite malle courrier fleurs. C'était déjà proposé par la maison depuis 1910. D'accord. Pour remercier ses clients les plus fidèles. Donc c'est fait en zinc et en datière. Et en bas, on a cette malle courrier qui sert comme une petite table de base. Ah bah c'est pas mal. Il fait la table de base ici. Et donc ici, sur cette table, on a plusieurs photos. Tout au milieu, cette photo noir et blanc représente donc le fondateur de la maison, Monsieur Louis. Très intéressant à savoir, c'est qu'on n'a pas de photo jaune de lui. Donc ici, c'est une photo robot après intelligence artificielle, puisqu'il est né en 1821 et les appareils photo sont nés un peu plus tard. Ah bah oui. Et donc ici, il est représenté à ses âges de 16 ans, 17 ans. C'est l'âge quand il était arrivé à Paris. Donc Monsieur Louis, il est d'origine de Jura. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit. C'est dans les montagnes Alpes, dans l'est de la France. Ah d'accord. Donc il est né dans une famille assez modeste. Son père est meunier et menuisier. Pour ça, il avait appris à manipuler les outils là, depuis petit. Il a quitté la maison très jeune, à l'âge de 14 ans, et arrive à Paris vers ses 16 ans, sans savoir lire ni écrire, mais très vite devenu apprenti chez un grand laitier maltais emballeur de l'époque, Monsieur Marchenal. Ah oui, d'accord. Donc, Monsieur Louis, il est emballeur de formation. L'emballeur s'agit un vrai savoir-faire de l'époque. Ils doivent emballer à partir des malles qu'on lui fournit avec plus de soin, de méthode le plus organisée que possible. Donc, c'était un travail bien complexe. Comme vous savez, les vêtements de l'époque sont fragiles, les cossettes, jupons, etc. Et donc, Monsieur Louis, en 1852, il était même nommé l'emballeur de l'impératrice Eugénie. Pour ça, il était devenu célèbre. Et puis, 2 ans après, il a pu ouvrir sa première boutique rue des Capucines. Ah, la rue des Capucines, c'est la première. C'est ça, donc là, par la vidéo, ça nous fait découvrir ce modèle emblématique de la maison, la malle courrière. Donc, créée par la maison déjà depuis 1858, avec une forme rectangulaire, allongée, robuste, facilitée à emballer des vêtements sans les froisser pendant le voyage. Et donc, la malle courrier, c'est aussi une réponse à tous ces nouveaux modes de voyage à cette époque-là, que ce soit en bateau, en train ou en automobile. Et donc, cette exposition nous permettra de retracer l'évolution de cette fameuse modèle. Ah oui, c'est vrai. Maille 4 courrière, de même revêtement que la maille pompée qu'on a vue tout à l'heure. Et donc, ici illustre la première toile de la maison, grise triangle. Donc, cette choix de couleur est particulièrement avant-gardiste à cette époque-là. Ça montre la volonté de la maison déjà de
de créer son propre image, de se différencier des autres matières, qui utilisaient plutôt des couleurs sombres, noires ou brunes. Et cette couleur naît déjà 18e sur les mobiliers de Trianon de Marie-Antoinette à Versailles. Donc ça a devenu une couleur de luxe et ça a reprise par des grands couturiers comme Christian Dior au début du XXe siècle. Et donc, au sein de la maison, cette couleur évoque l'impératrice Eugénie, une des plus grandes clientes de Monsieur Louis. Dans ses palais de Compiègne, Saint-Claude, des Tuileries, dont la décoration était très inspirée de ce goût de Marie-Antoinette et ce style Trianon. Et donc, toujours de même histoire, pour se distinguer, la maison ensuite a proposé en 1872 cette deuxième version avec motif. Ça s'appelle la toile rayée. Donc, la première version, c'est des rayures rouges sur un fond beige. Malheureusement, ça attire très vite les contrefaçons à cette époque-là. Donc la maison a proposé en 1896 une autre variation de couleur, comme celle que vous voyez ici, beige clair alterne de beige foncé. Donc cette malle appartenue à la famille Vestiki, c'est une famille d'un grand collectionneur d'art, et on voit bien que cette malle a beaucoup voyagé avec ces phénomènes des étiquettes. Ces étiquettes venues souvent des compagnies de trains, de bateaux, et c'est le passeport. Oui, c'est le passeport du malle. Donc ça permet de identifier son propriétaire. Oui. Tampon et tout. Mais Gaston Louis-Vuitton, il a raconté en fait avec du temps, ces étiquettes évoluent vers un langage codé dans les années 1950 et 60. Permet aux bagagistes, garçons d'hôtel, pour savoir si cette personne est généreux ou pas sur le pouvoir. Donc, si les étiquettes sont placées vers le haut, c'est-à-dire c'est quelqu'un de bien généreux. Sur ses côtés, ça veut dire quelqu'un pas agréable, mais bon. Et sur le bas, ça veut dire le langage hôtelier. Oui, le besoin de parler avec lui. Ça oui. Et donc, comme la variation de couleur n'a jamais cessé de d'imitation, en 1888, la maison a continué à proposer une autre toile, la toile damière, que vous connaissez peut-être déjà aujourd'hui. Ah oui, ça c'est le blues. Oui, c'était bien créé pour éviter les contrefaçons. Je peux vous montrer, je vais vous inviter à approcher. La première fois, on voit l'apparition de toutes ces mentions. Louis Vuitton déposé ou Louis Vuitton marque de fabrique déposée. Il va faire carré par carré et vraiment oui. Pour éviter qu'il soit copié. Oui, ouais. Mais malgré tous les efforts qu'il a. Oui, c'est ça exactement. Ça n'a toujours pas marché. Donc en 1896, damier était remplacé par le monogramme. Donc le damier est disparu dans les archives de la maison pendant presque un siècle. Les damiers qu'on voit aujourd'hui sont en fait ressortis par Matt Jacobs, le premier directeur artistique de la maison. Donc là, on va continuer à voir le monogramme. Donc ici, cette malle illustre la première version monogramme, est un tissage en jacquard sur cette toile enduite. Comme vous voyez, très rapidement, la maison a réalisé que c'est beaucoup trop fragile. Là, il y a des froissements partout sur la malle. Donc la maison a changé très vite le monogramme, comme des peintures à la main sur à partir d'un pochoir sur cette... Ah, c'est vrai, il a changé totalement le design parce que des fois, je me demandais, il y a les logos, mais il a rajouté comme des petites fleurs comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Donc on voit aussi l'initiale omniprésente sur cette malle. Ah, ça c'est pas mal. Cette malle, on peut lire aussi sur ses côtés, elle a appartenu au roi de Grèce, Georges II, date de 1927. Ouais. On voit aussi que la maison met en place déjà toutes ses caractéristiques, que ce soit la dimension, matière utilisée, qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc les lattes en bois pour éviter, pour protéger le contenu. Comment ça se passe? C'est magnifique. Et on peut observer aussi de côté une malle classique compose toujours 2 étages de rangement. Ah, c'est... On voit ici tous ces petits détails, la clé, la serrure, le boucle de cirage et l'usine, latte et les contreplaqués à l'intérieur. Ensuite, les toiles enduites.
fait, il fait son bruit ici. Et donc, sur cet étage, je vais vous montrer le cabinet de Joe.